Bienvenue sur Histoire de chien, le podcast qui donne une voix au lien unique entre chiens et humains. Ici on raconte des histoires émouvantes, parfois drôles, parfois plus dures, mais toujours profondément remplies d'amour. Partager sa vie avec un chien, c'est aussi traverser des doutes, des questions, des moments forts et ressentir le besoin de ne pas être seul. Ici on se reconnaît, on se réconforte, on partage. Et parce que derrière chaque chien, il y a une histoire qui change une vie, alors ici on raconte des histoires de chiens, mais aussi des histoires d'humains. Je m'appelle Julia et je vous accueille dans ce podcast qui, j'en suis sûre, vous parlera. Avant même qu'une histoire entre un chien et un humain ne commence, on écrit souvent une première version dans notre tête. Une histoire dont on imagine déjà les balades, les voyages, les habitudes, les moments d'affection. Mais parfois, elle s'écrit à 1000 lieues de celle que l'on avait imaginée. Parce qu'après la perte brutale d'Hermès, ce petit chihuahua avec lequel Colline avait partagé 11 années de vie, et avec qui tout semblait si simple, il y a ce petit brownie qui débarque avec un mode d'emploi écrit dans une langue bien à lui. Et même si Colline parle couramment plusieurs langues, celle-là lui est encore totalement étrangère. Alors évidemment, quand Brownie arrive, il ne remplace pas du tout Hermès, mais il renverse tout ce que Colline croyait connaître de la relation avec un chien. Parce que vivre avec un petit être à quatre pattes, surtout quand il est réactif, c'est parfois accepter que ce ne soit pas à lui d'apprendre notre façon de vivre, mais à nous de réinventer la nôtre. Pour lui, parce qu'il en a besoin. Et c'est aussi d'accepter ce deuil dont on parle si peu, celui de la vie que l'on s'était déjà raconté avec lui. Un deuil d'autant plus difficile à traverser lorsqu'il se mêle à un autre deuil en cours. Celui de cet autre petit être parti quelques mois auparavant. Mais parfois, accepter que notre vie prenne une autre direction n'est pas toujours pour le pire. Car si l'on adopte un chien en pensant apprendre à le connaître, il arrive aussi que ce soit lui qui apprenne à mieux nous connaître et à découvrir que le chien dont on rêvait n'est pas forcément celui qui nous était destiné. Alors je vous laisse avec cette nouvelle histoire qui est celle de Colline et qui raconte comment Brownie a bouleversé sa vie, mais aussi tout ce qui lui a appris un chemin. Bonjour Colline. Bonjour Julia, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Bienvenue sur Histoire de chien. Ouais. On est à Madrid, On est à Madrid, merci à toi d'être venue, dis donc. Ouais, ça me fait plaisir. Et alors on est sans le petit Brownie qui est resté à la maison. Je pense que c'était mieux parce que sinon on s'en serait... Mais on va faire que parler de lui. Donc, On va faire que parler de lui, il va avoir les oreilles qui sifflent. Colline, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour que les gens comprennent un petit peu qui tu es? Bien sûr. Alors, je m'appelle Colline. Moi, ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai quitté la France. Je travaille dans le marketing et je suis passée par Berlin. Après ça, Lisbonne et Oporto. Et maintenant, ça fait 2 ans que j'habite à Madrid. Et j'ai du coup aussi un compte Instagram sur lequel je partage mes aventures. Alors, d'abord, c'était un peu mes aventures avec celle d'Hermès. Et maintenant, c'est quand même devenu principalement les aventures de Brownie. On va pas se mentir, c'est lui. Ouais. Et un peu de voyage aussi. Un peu de voyage aussi, c'est vrai. Et ma vie d'expat, un peu les différents défis, challenges que tu peux rencontrer. Et aussi tous les bénéfices que ça t'apporte, on va dire. Alors, pourquoi tu es partie pour le travail dans un premier temps ou... Non, quand je suis partie j'ai passé 4 ans à Paris. Et j'ai fait je venais du sud de la France. J'ai un peu saturé sur la vie parisienne. J'avais beaucoup de mal avec le stress, un peu ce côté, parfois les gens un petit peu agressifs, etc. Je trouve que j'avais du mal et je suis partie à Berlin pour quelques jours et j'ai eu un coup de cœur pour les villes. Ouais. Et je me suis dit, bon, allez, c'est l'occasion de faire un truc un peu fou et d'avoir une expérience à l'étranger. Et j'aurais jamais pensé que 10 ans plus tard, je serais jamais rentrée. Mais la vie parfois t'emmène dans des belles aventures inespérées, et je trouve que c'est ça aussi qui fait son charme. Mais oui, alors c'est quoi la prochaine ville? Ah non, j'espère rester. Tu veux rester à Madrid? J'espère rester à Madrid. J'avoue que c'était plus facile de bouger avant d'avoir un Brownie. Parce que Brownie donc a un chien qui est réactif, très anxieux. Il a beaucoup de mal à s'adapter, à s'habituer à tous les changements. Ça a été déjà quand on est parti de Porto pour venir s'installer à Madrid, c'était déjà un grand changement pour lui. Il a fallu plusieurs mois pour s'adapter. Et c'est vrai que maintenant, là, j'ai quand même... il s'est habitué à l'appartement, il connaît la ville. J'ai aussi un système de soutien, on va dire, avec des pet sitters, des gens. Voilà, on a le dog trainer ici aussi.
Donc c'est vrai que s'il faut tout rechanger, Ouais, ça va être un peu, c'est beaucoup plus de ouais, logistique, ouais, je c'est beaucoup comprends. plus. Pour lui, c'est s'habituer à une nouvelle ville, de nouveaux gens, etc. Et j'avoue que Madrid, c'est une chouette ville pour vivre. Donc j'espère rester là Ouais. pour l'instant. OK et bah, raconte-nous alors du coup comment, Brony il est arrivé dans ta vie en fait? Dans quel Ouais. contexte? Comment ça s'est passé? Alors, je sais pas par où commencer. Ouais. Par où je commence? Bon, Brownie, je l'ai adopté quand j'étais encore avec mon ex à l'époque. OK. Moi, j'avais un chihuahua mon chihuahua Hermès pendant Ouais. des années. Puis il est resté avec nous pendant 11 ans. Mmh. Et malheureusement, il est décédé quand on était à Lisbonne. J'ai décidé de Ouais. pas. Ouais, bah, je voulais te Voilà. demander aussi peut-être un peu plus tard dans Ouais, l'épisode je tout le je contexte t'en et reparlerai. ouais. Mais il est parti, donc ça a été, je suis restée quasiment 6 mois, le temps de faire un peu le processus de deuil, mais on en reparlera, qui n'était pas fait finalement. Et après, je crois que ça faisait 6 ou 8 mois. Donc on avait déménagé, j'avais une opportunité pour le boulot, on a déménagé, on a changé de ville. Mmh. Et moi, j'ai toujours vécu avec un chien, que ce soit quand j'étais petite ou après, quand je suis partie de la maison. Du Mmh. coup, c'est vrai que s'il y avait ce côté qui manquait d'avoir une présence à la maison, etc. Et puis, tu te retrouves un peu avec tout cet amour à donner et tu sais pas quoi en faire. Donc, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on fait pas famille d'accueil? L'idée de Mmh. base, c'était celle-ci. Je m'étais dit que je voulais essayer avec un Podenco, parce que vivant au Portugal, du coup, un de nos voisins avait un Podenco. Et en fait, quand j'ai vu ce chien, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette drôle de petite bête? Et Mmh. là, surtout, je me suis renseignée en fait sur la race et sur ce qui se passait pour eux, Ouais, que ça soit d'ailleurs au Portugal ou en Espagne, c'est un peu la même chose. Donc, c'est des chiens de de chasse, chasse, ouais. qui sont, mais malheureusement, alors j'ai envie de croire que c'est pas partout pareil, mais bon, dans la réalité des faits, c'est quand même beaucoup ça. C'est les chasseurs qui prennent euh, un certain nombre de chiens avant du coup que la saison de la chasse commence, les affament pour qu'ils soient meilleurs pour la chasse. Et quand arrive la fin de la saison, en fait, ça leur coûte moins cher de se débarrasser des chiens plutôt que de les garder. Qui euh, sont mauvais c'est chasseurs en tout ça, cas. exactement. Plutôt que de les garder pour la prochaine saison, plutôt que voilà. Donc, et avec des traditions, malheureusement, qui sont assez barbares, je pense qu'on peut dire. Donc, Mmh. bref, du coup, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, bon, après, je me suis renseignée aussi sur la race. C'est des chiens qui sont très énergiques, qui ont besoin de beaucoup d'exercice. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est quand même toujours à fond. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion. Mmh. Mais toujours avec cette idée de faire famille d'accueil et puis l'aider, comme laisser, disons, libérer une place dans les refuges, aider un chien jusqu'à ce qu'il ait une nouvelle famille. Et je m'étais dit, moi, ça me permet d'avoir un peu cet entre-deux où j'ai un chien à la maison Ouais et tu et te sentais pas forcément je encore me sentais prête pas de prête. Et en fait, mmh. d'ailleurs, je ne l'étais pas du tout. Ça, c'est les Mmh. leçons. Je l'étais pas du tout. Mais je m'étais dit, voilà, essayons, on verra. Donc, on avait vu plusieurs chiens. Je suis passée par une association portugaise donc qui fait l'entre-deux entre les refuges ou les familles et du coup ceux qui veulent adopter ou ceux qui veulent faire famille d'accueil. On a vu plusieurs chiens et c'est vrai que la plupart étaient quand même vraiment hyper traumatisés. Mmh. Et moi, j'avais pas la prétention de dire que j'avais des bases sur le comportement canin, etc., sur En tout l'éducation. cas, tu avais jamais eu de cas, très Non. compliqués à gérer, Non, et ouais. j'avais pas cette prétention-là. Et du coup, c'est vrai que quand l'association nous a parlé de Brownie, elle nous l'a un peu vendu comme le chien idéal, en nous disant oh non, il n'a pas du tout de trauma, il est tout à fait capable de rester seul, il s'entend bien avec les gens, il s'entend bien avec les enfants, il n'a pas de soucis particuliers, il peut rester tout seul à la maison, il sait voyager, etc. Et c'est vrai que quand j'ai vu sa photo, Ouais, bon, tu craqué. je me suis dit, oh là là, il est trop mignon. Et je sais pas, on a envoyé des vidéos, etc. aussi. On était en contact avec la famille. Bon, mais la famille qui ne nous avait pas vraiment dit l'envers du décor. Mmh. Donc, Ou alors peut-être que c'est qu'ils savaient pas, ils ont pas testé certaines situations ou est-ce que tu penses qu'ils étaient au courant, alors, je pense que j'en suis pas certaine à 100%. Oui et non, parce que quand on a récupéré les brownies,
le mec, il était déjà en train de le frapper devant moi. Donc, je pense qu'il y avait de la maltraitance. De ce que j'en ai compris, il nous l'avait dit aussi que c'est vrai qu'il ne le sortait pas beaucoup, qu'il le sortait une fois le matin, une fois le soir. Mais bon, je pense qu'ils ont un peu enjolivé la situation. Après, je pense que c'est des gens qui n'avaient aucune idée de ce qu'il faisait et qui n'avaient aucune notion. Et je crois qu'il l'avait adopté pendant le Covid ou à la fin du Covid. Donc, tu sais, un peu, voilà, ça fait une présence à la maison. Et du coup, je pense qu'ils se sont retrouvés débordés et avec aucune idée de comment faire. Il avait quel âge à cette période-là? Il avait quelques mois, c'est ça? Il avait déjà 1 an et demi. Il avait 1 an et demi. Okay. Il avait déjà 1 an et demi. Et du coup, on a réfléchi pendant quelques semaines quand même. On s'est pas, on s'est pas précipité. Et en fait, au bout d'un moment, on a dit, oui, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait dit, on est OK pour le prendre en famille d'accueil. Et la famille a dit non, on le laissera que pour l'adoption. Sinon, on le met dans un refuge. Et en fait, en y réfléchissant, on s'est dit, ah là là, le pauvre, il va aller dans un refuge, personne va l'adopter, machin, nanana. Et on s'est dit, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de défis. Donc, je me suis dit, allez, on y va. Et puis, quand on est allé le récupérer, là, j'ai tout de suite compris que ça allait pas être aussi facile que je l'avais imaginé. Ah ouais, parce que donc ces problèmes, en fait, ils sont arrivés directement au moment où vous l'avez adopté, ou est-ce que ça s'est révélé un peu petit à petit? Je dirais qu'il y a eu un peu des deux, et je pense qu'il y a aussi des choses, c'est de ma faute. Voilà, je pense que quand on l'a récupéré, déjà, j'ai vu que le chien, il était dans un état de stress, d'anxiété, il aboyait beaucoup. On est allé le récupérer dans une autre ville, enfin entre les deux, entre Lisbonne et Porto, une ville où il y avait beaucoup de bruit, où il y avait beaucoup de voitures. Le chien, il était hyper stressé, il courait dans tous les sens, il aboyait, et ils nous l'ont ramené à la maison, ils sont partis. Et quand Bronnie les a vus claquer la porte et partir sans lui, il n'a pas compris, quoi. Et il est resté là. Alors, c'était hyper difficile parce que tu as envie de lui expliquer que, voilà, c'est pas de sa faute, machin, mani. Mais d'un autre côté, c'est quand même compliqué à expliquer. Donc, il est resté quand même toute la nuit, toute une partie de la nuit devant la porte, à pleurer, à attendre. La première nuit, c'est pas trop mal passé, j'ai envie de te dire. Après, il est venu dormir, il s'est mis sur le lit. Évidemment, le truc à pas faire, mais bon, c'est pas grave. Et je dirais que je pense que ça s'est fait progressivement. Le truc, c'est qu'il avait déjà une anxiété de séparation monstre. Ça, c'était la première chose qui... Ça se manifestait comment? Donc, dès que tu sortais, là, c'était le drame. C'était pas possible de sortir, c'est-à-dire qu'il me suivait partout. Si c'est-à-dire je pouvais pas aller aux toilettes, je pouvais pas aller prendre ma douche. Si j'étais dans les toilettes et que je fermais la porte, c'était pas possible. Il hurlait, il grattait à la porte, il aboyait, mais c'était des cris. Donc c'était même juste en changeant de pièce, c'était pas que le fait de partir de chez toi. C'est ça. Et quand j'allais prendre ma douche, il était soit devant la porte de la douche, qui était une porte vitrée, soit il essayait de rentrer dans la douche. Enfin, c'était vraiment laborieux. Donc ça, l'anxiété de séparation, je dirais que ça a été la première chose qui nous a un peu sauté aux yeux. Et la deuxième chose, ça a été que dehors, dans la rue, c'était vraiment très compliqué pour lui. Pas tout de suite les autres chiens, je dirais. C'était plus les gens autour, même quand passait un bus, il était terrorisé. Quand les gens essayaient de le toucher, pas qu'il leur sautait dessus, mais il leur aboyait dessus pour pas interagir avec eux. Il a jamais mordu, essayé de mordre? Non, c'est que de l'aboiement. Ça, c'est par contre, il va aboyer. Si les gens insistent, mettre la main, il va, comment tu dis, mince, chiquer. J'ai pas le mot. Il va tu sais, pas sauter, mais il va faire un bond en avant en aboyant, mais il va pas mordre, par contre. Après, je pense que si... je sais pas, parce que j'ai jamais laissé la situation dégénérer à ce point-là. Je pense que si tu vas et que tu insistes, peut-être qu'au bout d'un moment, il va finir par avoir cette réaction-là. Mais c'est vrai que ça, par contre, j'ai de la chance au niveau des morsures, tout ça. Non, rien de ça. Mais c'est vrai qu'il est tout petit, il est très mignon. Donc les gens viennent spontanément. Donc les gens venaient, et t'avais beau expliquer aux gens qu'il fallait le laisser tranquille.
Ça, les gens ne comprenaient pas le nombre de réflexions où on m'a dit oui, mais ton chien, si ton chien il est méchant, c'est parce que toi t'es méchante et tu laisses pas les gens s'approcher. Ça, je ne le compte plus. Et c'est vrai que c'était compliqué d'expliquer aux gens. Alors il y en a qui comprenaient effectivement, mais c'est vrai que c'était compliqué d'expliquer aux gens qu'il fallait le laisser tranquille, que au début même de le regarder, s'il y avait quelqu'un qui le regardait, c'était la fin des haricots. On était par exemple à 2 trottoirs, l'un en face de l'autre. Si la personne sur le trottoir d'en face le regardait ou l'interpellait, c'était déjà la fin. C'était déjà la fin du monde. Il était déjà en train d'aboyer de l'autre côté de la rue. Et donc, est-ce que toi, dès le début, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Est-ce que c'était quelque chose, c'était un défi qui te semblait insurmontable, ou est-ce que tu te disais, bon, bah, avec du temps, de la patience, de l'amour, comment ça s'est passé à ce moment-là pour toi? Alors, je pense que j'avais une vision un petit peu rose de l'adoption. Je me suis dit, avec beaucoup d'amour, un petit peu de patience, et quelque temps, ça va le faire. Très rapidement, et en même temps, je pense que très rapidement, j'ai été consciente qu'il allait falloir faire quelque chose. Parce que donc j'avais la chance quand même de travailler de la maison, heureusement, donc de pouvoir j'allais te demander rester avec lui. Donc il était jamais seul, mais bon, dans l'idée, parce que c'était post-Covid, donc ça allait encore, tu pouvais travailler de chez toi, etc. Mais bon, je me suis dit, cette situation-là, ou s'il change de boulot, etc., cette situation-là, ça va pas pouvoir continuer. Et puis bon, il faut bien aussi qu'il puisse rester tout seul. Enfin, il fallait bien que je sorte pouvoir faire mes courses, etc. Ça, même pour lui, en fait. Pour lui. Et puis, il y avait aussi ce problème de réactivité. Je pense que là où j'ai fait une erreur, bon, déjà, j'avais énormément d'angoisse et d'anxiété, moi. On en reparlera, mais je pense que c'était par rapport au deuil, machin, tout ça. J'avais beaucoup d'angoisse qu'il lui arrive quelque chose. Donc, je pense que je lui ai transmis une part de ses angoisses, et ça n'a pas dû aider. Et la deuxième chose, c'est que au départ, on a voulu un peu, je dirais, les premières semaines, l'emmener avec nous, pas partout, mais on a voulu voir, on a voulu essayer. Et bon, on s'est vite rendu compte, on n'a pas fait ça pendant des semaines et des semaines, mais je pense que les 10 premiers jours, on a essayé plusieurs situations. On l'a emmené à la plage avec des amis, on l'a emmené au restaurant. Et alors, ça allait, mais je pense que ça s'est aggravé au fur et à mesure parce qu'il y a eu un trop plein de stress et qu'il n'arrivait pas à descendre. Tu penses que tu l'as surexposé un petit peu Je pense. Avec le recul, je pense, bon, c'était pas non plus tous les jours, etc. Mais aussi, comme il y avait ce côté qu'il pouvait pas rester à la maison tout seul. C'est ça. Du coup, on l'a un peu emmené avec nous. Et donc, bon, forcément, on s'est quand même vite rendu compte que ça allait être un défi. Et du coup, on a fait appel à plusieurs professionnels pour nous aider et pour pouvoir arriver à faire en sorte que Brownie progresse. Mais ça s'est fait, c'était laborieux. Ok, donc tu as fait appel à des éducateurs, à quoi comme professionnel? Alors, je voulais absolument quelqu'un qui travaille en positif. Ok. Donc, au départ, j'ai fait appel à une comportementaliste qui était très bien. Mais alors, c'était plutôt... Bon, elle est venue à la maison, etc. Elle a vu un peu comment ça se passait. Et après, elle nous envoyait... c'était un peu beaucoup de théorique et peu de pratique. Elle nous envoyait des PowerPoint, des Google Docs, etc. Donc, ça avait ses limites. Ça a quand même aidé à comprendre un peu les bases, etc. C'était pas complètement inutile. Mais je me suis vite rendu compte que c'était assez limité. Donc, j'ai fait appel à cette personne et après, par chance, j'ai trouvé un éducateur qui était vraiment exceptionnel. Donc, lui, vraiment travaillait à fond positif et qui venait à la fois à la maison. Et si on avait des soucis, on pouvait faire appel à lui. Donc, il venait à la maison, on a fait des séances à l'extérieur et on a fait aussi des balades collectives. Et ça, je sais que, c'est un peu controversé parce que si tu fais pas la balade collective avec quelqu'un, on va dire... Si c'est pas encadré, ça peut vite dégénérer dans le sens où, si c'est chacun lâche son chien et ça devient un peu la foire d'empoigne, ça peut créer plus de problèmes qu'autre chose. Ouais, ok. Est-ce que, alors je crois qu'à un moment donné, tu disais aussi que tu avais fait appel à de la communication animale ou tout à fait. En fait, tu as tout fait, quoi. J'ai tout essayé. Il y a eu, on va dire, les premiers mois, tu as un peu de l'espoir que ça s'arrange, que tu te dis, allez, on va travailler, il y a des progrès, ça va le faire. Et puis après, au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, là, tu as un peu un creux où tu te désespères, tu te dis, mais en fait, c'est sans fin. Est-ce qu'on a fait une erreur? Comment on va s'en sortir? Et du coup,
j'ai fini par faire appel à la communication animale. Alors, j'avais fait ça pour Hermès la première fois. C'est comme ça que j'avais découvert un peu ça. J'y croyais pas du tout à la communication animale. Franchement, j'étais très dubitative. Mais je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai rien à perdre. Oui, tu étais un point de désespoir. Et quand je l'ai faite pour Hermès, avec une personne qui nous avait jamais vu ni d'Ève ni d'Adam, qui nous suivait pas sur les réseaux sociaux, qui n'avait pas ni mon compte Instagram, ni mon nom de famille, rien du tout, m'a sorti des détails jusqu'à la couleur de la couverture que je gardais à la maison et la couleur de la couverture qu'avait Hermès. Donc, là, je me suis dit, ah ouais, il y a des souvenirs. Enfin, bref, c'était assez fou. Et donc, je me suis dit, OK, on y croit pas, mais quand c'est précis à ce point-là, c'est... Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas l'utiliser pour Brownie? Et là, j'ai fait appel à plusieurs personnes jusqu'à ce que je rencontre Charlotte, qui est un peu la psy de Brownie, comme j'aime bien l'appeler, et qui nous a vraiment énormément aidés. Alors, c'est pas miraculeux dans le sens où la personne va pas régler les problèmes comportementaux, les soucis du chien, mais c'est vrai que moi, ça m'a permis de mieux comprendre Brownie et d'essayer d'adapter aussi en fonction de ses besoins à lui, en fonction des choses que je faisais mal. Et ça aide aussi à déculpabiliser un petit peu, on va dire. Qu'est-ce que tu lui as demandé à Charlotte du coup Alors au départ, c'était vraiment un peu sur comment se passait l'adoption, comment se sentait Brownie, etc. Après, je lui ai posé pas mal de questions sur certains problèmes. Par exemple, sur l'anxiété de séparation, on avait fait énormément de progrès avant le déménagement. On avait enfin passé ce cap-là. Et quand on a déménagé à Madrid, là, c'était reparti. Il a fallu quasiment 9 mois pour se réhabituer à rester seul. Et donc, j'ai fait appel à Charlotte pour lui demander qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour que tu te sentes plus à l'aise, etc. Et du coup, elle nous a pas mal aidé. Elle nous a dit, tu vois, si tu organises la maison comme ça, moi, ça me fait peur quand vous partez. J'ai peur que tu reviennes pas, etc. Du coup, ça nous a quand même aidé, je vais dire moi, à adapter ce que je faisais pour que lui se sente mieux. Par exemple, je demandais aussi, est-ce que tu préfères qu'il y ait quelqu'un qui reste avec toi au départ, que je fasse appel à une pet-sitter? Parce que le problème avec un chien réactif, c'est que si c'est quelqu'un qui est inexpérimenté et que ça se passe mal, le chien, il est plus stressé. Donc voilà, j'ai essayé de trouver un peu des moyens d'adapter. Pareil, parce qu'il avait des soucis de réactivité à la maison, etc. Donc un peu comment faire en sorte que son environnement soit plus stable. Et là où j'ai vu le plus là où j'ai été vraiment bluffée, c'est quand j'ai découvert que Brownie était malade, qu'il avait la leishmaniose, et qu'il fallait faire, on avait 1 mois. Pendant 1 mois, il fallait lui faire une injection au quotidien. Donc au départ, on s'est dit qu'on allait le faire nous-mêmes, mais on s'est vite rendu compte que ça n'allait pas fonctionner. Et donc la seule solution, c'était de l'emmener chez le vétérinaire tous les jours, sachant que bien évidemment, Brownie n'est pas à l'aise chez le vétérinaire, mais que là, il n'y avait pas d'autre choix. Et donc du coup, j'avais fait appel à Charlotte en lui disant, écoute, là, c'est un peu le désespoir, il faut faire quelque chose, il faut que tu lui fasses comprendre que c'est une question de vie ou de mort, en fait. S'il n'a pas ces injections, si on n'arrive pas à faire ça, la maladie, elle va se développer, ça va se propager, et là, ça va être vraiment compliqué. Et donc, du coup, elle l'a fait en urgence, elle est vraiment hyper chouette, elle est vraiment très douée. Et du coup, étonnamment, donc on avait fait une première fois la séance chez le vétérinaire, c'était horrible, quasiment impossible de faire l'injection, il fallait être à 5 sur le chien pour le tenir et tout, c'était l'horreur. Et là, je me suis dit, mais comment on va faire? Et quand Charlotte a fait la séance, elle m'a dit, tu me diras, je lui ai expliqué, il m'a dit qu'il avait compris, que ça lui plaisait pas cette histoire, mais qu'il allait prendre sur lui pour le supporter et pour faire avec. Et effectivement, mais c'est pendant tout ce mois-là, les 30 injections, il n'était pas content, il a crié quand c'était le moment de l'injection, etc. Mais en tout cas, chaque fois qu'on allait chez le vétérinaire... C'était pas comme la première il se laissait faire. Ouais. Il se laissait faire. Et aujourd'hui, quand on va chez le vétérinaire, c'est toujours une catastrophe. C'est dingue ça, tu vois. Moi aussi, Bon. Mais c'est vrai qu'en fait, à part de l'argent, t'as pas grand-chose à perdre, quoi. Donc en fait, si ça fonctionne, Après, t'arrives à un moment où tu te dis, t'es prêt à tout essayer. Je pense que c'est un peu comme dans tous les métiers. Il y a des charlatans, on va dire, un peu partout. Il y a des personnes, peut-être qui vont exploiter certaines faiblesses, etc. Et il y a des personnes qui sont
qui sont hyper douées et qui sont hyper bonnes dans ce qu'elle fait. Après, je sais qu'il y a plein de gens qui n'y croient pas. C'est pas grave, je veux dire, tant que pour nous, ça a fonctionné. Et j'irais même jusqu'à te dire que souvent, parce que Charlotte fait, du coup, tu peux poser des questions, etc. Elle te partage un message de l'animal, mais elle fait aussi un check du bien-être corporel et physique de l'animal de ton choix, c'est pas que les chiens. Et plusieurs fois, c'est arrivé qu'elle me dise, tu regarderas, je crois que Brownie, il a un petit bobo à la patte droite arrière. Et c'est vrai qu'il avait un petit truc que j'avais pas vu, tu vois. Donc, ouais, franchement... Je sais pas comment ces personnes arrivent à faire ça, mais en tout cas, ouais. Ouais, c'est bluffant. C'est assez incroyable. Ok, et donc à partir de combien de temps vous avez commencé à avoir vraiment des résultats de façon générale? Ou est-ce que tu n'as peut-être pas constaté d'amélioration? Ou est-ce que du coup tu t'es dit, bon, bah en fait, peut-être qu'on on a atteint un plafond qu'on ne pourra pas dépasser? Je te dirais que ça a été un petit peu en dents de scie. Ça a été un peu en dents de scie. Les premiers mois, tu es dans l'espoir, tu es dans la motivation, tu te dis ça va aller. Tu vois un peu des progrès. Après, on a eu un moment où on ne voyait plus, il y avait plus de progrès. C'était hyper difficile. Brownie était dans un état de stress permanent. C'était compliqué à l'extérieur, c'était compliqué à la maison. C'était vraiment devenu hyper intense. On ne savait plus quoi faire. Et du coup, là, j'avais fait appel à une vétérinaire comportementaliste. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un peu comme les psychiatres. C'est ça, exactement. Là, j'avais fini par faire appel à quelqu'un. Je me demande si c'est pas parce que j'en parlais sur les réseaux sociaux, et je me demande si c'est pas quand j'en ai parlé sur les réseaux sociaux que j'ai vu d'autres personnes qui avaient ce même souci, qui m'avaient dit essaye la médication. Et moi, j'étais complètement contre. J'avais un peu cette idée, non, je veux pas droguer mon chien, je veux pas shooter mon chien pour qu'il puisse faire des progrès. Est-ce que tu avais avant essayé des méthodes plus douces, du CBD, tu sais, il y a des diffuseurs d'hormones? On a tout essayé, on a essayé les diffuseurs, on a essayé les huiles essentielles, on a essayé comment on appelle ça, le gilet que tu mets à la maison, qui est pas mal d'ailleurs quand même. J'avoue que, encore une fois, c'est pas miraculeux, mais j'ai trouvé que pour Brownie, ça l'avait pas mal aidé. J'ai trouvé que ça l'avait bien aidé. On avait essayé de l'homéopathie aussi. On avait essayé le CBD aussi. Le CBD qui avait bien fonctionné, par exemple, quand on voyageait, etc. Mais pas tout le temps, pas sur la durée, pas... pas sur l'anxiété chronique, en fait. C'est vraiment ponctuel. Exactement. Je le voyais sur des... Ouais. Ponctuellement, ça fonctionnait très bien, mais pas au quotidien. Il avait ce côté où il n'arrivait jamais à redescendre, et du coup, c'était devenu très difficile. Donc, j'ai eu la chance de trouver une vétérinaire comportementaliste exceptionnelle. Moi, je lui ai dit tout de suite, je suis contre la médication et tout, et elle m'a dit, mais je l'entends très bien. Donc, elle est venue à la maison, elle a vu Brownie, elle a tout de suite compris. Elle m'a posé des questions aussi sur lui, sur son passé, sur ce que je savais, etc. Et bien, il y avait plusieurs choses qui expliquaient pourquoi il était, pourquoi il se comportait de cette manière-là. Donc déjà, je pense que de l'entendre aussi, ça te permet de te dire, bon... Et du coup, selon elle, c'était quoi les raisons justement de cette réactivité? Il y avait beaucoup de choses. Il y avait déjà le fait qu'il ait été retiré de sa fratrie très tôt. Je pense que ce chien, il avait même pas 2 mois quand ils l'ont donné sur le bord de la route, etc. Enfin, donc je pense qu'il n'a pas eu le temps nécessaire, il n'a pas appris les codes canins. Et après, il est arrivé dans cette famille, et je pense que qu'il ne le sortait pas, donc qu'il n'a pas été sociabilisé avec d'autres chiens, d'autres animaux, d'autres personnes. Ni un environnement extérieur. Je pense que il voyait que l'intérieur d'une pièce, et c'était pas assez. Et elle nous a dit la castration aussi qui a été faite très jeune. Je crois qu'il avait même pas 9 mois ou quelque chose comme ça. Ok, je sais pas à partir de combien de temps, je crois que les femelles c'est 6 mois, les mâles je sais pas. Mais il y a un peu un débat là-dessus, sur le plus tôt c'est le mieux, mais apparemment ça agit aussi sur les hormones, sur le développement et sur les comportements, etc. Bon, il y avait un ensemble de choses qu'il faisait. Comment elle nous a dit ? Oui, elle nous a dit que c'était un chien qui était phobique.
D'accord. Voilà. Ok. Et il y avait un autre... Qui est en fait un terme médical vraiment. C'est ça, ouais. c'est ça. Il y a peut-être... Elle nous a dit ça, à l'époque, c'était en portugais. Hein, donc, Ok. je sais pas quel est l'équivalent en français, mais c'était Tu quelque parles chose... portugais du coup? Ouais, j'ai pas... Ouais, c'est vrai. Du coup, tu parles vraiment beaucoup de langues. En fait. À l'époque, vu qu'on était au Portugal, et à Brani, je lui parle... les commandes sont toujours en portugais, c'est resté ça. Enfin, Brani, je lui parle dans toutes les langues, le pauvre. C'est un mix de portugais, d'espagnol, de français. Mais comme on était au Portugal à l'époque et que sa famille parlait portugais, bon, je me suis dit, c'est mieux de rester comme ça. Et elle nous a dit, ouais, donc c'était phobique et un autre truc dont je me souviens plus, mais bon, au final, c'est pas l'essentiel. Ouais. Et elle m'a convaincue en me disant, là, le problème, c'est qu'il est dans un état de stress et d'anxiété permanent. Donc, quoi que vous fassiez, en fait, il va toujours... il y a un niveau de stress qui est là, vous allez le mettre dans un niveau de stress ici, il redescend pas, et en fait, ça fait que monter, que monter. C'est comme si vous allez travailler tous les jours stressé, angoissé, vous n'allez pas pouvoir être dans les conditions optimales pour pouvoir travailler. Et si, même si vous êtes chez vous, si vous êtes tout le temps angoissé, stressé, en fait, vous n'allez pas être bien. Hein. Donc, le chien, et elle m'a dit aussi, le problème du stress, c'est que ça va commencer à affecter son état de santé, ça va toucher tous les organes. Et à terme, ça risque aussi de créer des maladies. Voilà, le chien, en fait, il est en souffrance. C'est pas... Parce qu'on a parfois, on pense... Enfin, quand tu es arrivé au bout du rouleau, que tu vois plus de progrès, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qui se passe avec ce chien? Pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Tu vois, toi, tu te remets en question, mais au bout d'un moment, tu te dis, pourquoi ça fonctionne pas? Et donc, de l'entendre et d'avoir quelqu'un qui te l'explique, ben, tu te mets à sa place et tu comprends que c'est pas de sa faute et qu'il est juste arrivé à saturation. Donc, du coup, effectivement, on est parti sur un traitement médicamenteux pour Brownie. Ok. Et là, par à base contre, de quoi, du coup? c'est un antidépresseur pour humain qui est utilisé pour le chien. Et la molécule, je crois que c'est de la fluoxétine, si je me trompe pas. C'est le Prozac. Ouais. C'est ça. Et là, par contre, on a vraiment vu des améliorations. Ah, ouais. Alors, pas dans le sens où il a été transformé. Bien sûr. C'est pas du jour au lendemain. Et c'est toujours couplé de toute façon à un travail comportemental. Oui. Ouais. Ça peut pas fonctionner. C'est comme une béquille en fait. C'est ça, exactement, exactement. Ça nous a permis lui d'être plus calme et du coup de pouvoir travailler sur les situations plus sereinement. Et je l'ai vu surtout c'est-à-dire que quand on sortait, il allait réagir sur le bus, il allait réagir sur la personne, il allait réagir sur un chien. Et en fait, il baissait jamais. Et entre les différentes réactions, c'était vraiment crescendo. Et à la fin, mais pourtant, c'est un petit chien, mais je pouvais plus le tenir, en fait. Il était... il se transformait en monstre. Et à la maison, il était dans un état de tension et de stress permanent où il aboyait sur nous, il aboyait dès qu'il se passait quelque chose. Enfin, c'était devenu infernal. Et donc, du coup, là, j'ai vraiment noté qu'il mettait moins de temps pour redescendre, qu'il était plus calme à la maison, qu'il était plus calme dehors, mais il avait toujours quand même, c'était toujours Brownie. Il avait toujours sa personnalité, il était toujours foufou, il était toujours j'avais peur qu'il soit shooté, tu sais, qu'il soit un peu léthargique. Non. Après, je sais que parfois, ça dépend de la molécule, ça dépend du chien. Je sais qu'il y a des personnes qui galèrent à trouver la bonne molécule, la bonne dose. Je sais que ça peut être compliqué. Mais nous, là-dessus, on a eu de la chance et ça a bien fonctionné. Ok, donc du coup, vous avez gardé ce traitement pour lui ou... Toujours, ouais. Toujours. Okay. Moi, j'avais l'espoir que ça soit ponctuel. Ouais, et finalement... Pour l'instant, il l'est toujours. Bon, là, maintenant, Brownie, je m'en occupe à 100%, il est avec moi tout le temps. Donc, on a avancé, on a fait d'autres progrès. Par exemple, quand on l'a adopté, c'était pas possible de le mettre sans sa laisse dans un parc. Enfin, voilà. Là, il est quand même beaucoup plus serein. Chez moi, il arrive à rester tout seul à la maison. Quand on va au parc, bon, pas partout, évidemment, je fais attention. Je peux le mettre sans la laisse. Il est vachement à l'écoute. Il obéit. Il revient. Il a miraculeusement un rappel, alors qu'avant, c'était la catastrophe. Donc, il a fait plein de progrès sur certaines choses. Et il y en a d'autres. C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui vient à la maison, ça va toujours être compliqué. Il va y avoir beaucoup d'aboiements au départ. Après, il s'y fait. Si la personne, il y a tout un processus, un protocole à mettre en place. Après, c'est que tu te retrouves aussi à dire,
mais t'as pas envie que les gens viennent chez toi parce que tu veux pas leur imposer ça. Pas tout le monde est capable de comprendre ou il n'a pas envie de vivre ça et je le comprends tout à fait et c'est très bien. Donc il y a un peu ce côté où tu aimerais parfois pratiquer certaines situations et puis tu n'as pas la possibilité de le faire, que ce soit des gens qui viennent à la maison, les gens dans la rue, les autres chiens. Alors je continue à travailler, il y a des progrès qui sont faits, mais pour l'instant il est toujours sous médication, sous traitement. Est-ce qu'il le sera toute sa vie? Potentiellement, peut-être. J'ai fait mon deuil là-dessus parce que je pense qu'il faut apprendre à choisir ses batailles et que si il est mieux comme ça, j'ai pas envie de le mettre en difficulté. Voilà. Après, si je vois qu'un jour on arrive à parce que finalement il fait des progrès, même si quand tu vis avec le chien, tu les vois pas forcément les progrès. Tu te dis on stagne, ça n'a pas avancé. Mais parfois j'ai des copines qui viennent à la maison où j'ai son éducatrice qui vient, qui me dit viens, il a trop, pardon. T'inquiète pas, tu peux le dire. Sorti tout seul. T'inquiète pas, c'est pas grave, c'est pas censuré. Purée, il a fait trop de progrès et tout, donc il y a quand même des gens qui le voient. Et après je me dis si il est mieux comme ça, si ça nous permet de faire des progrès, voilà, pour l'instant c'est comme ça. Au début je m'étais dit allez, ça sera 1 an, 2 ans, et là je me suis dit tu sais quoi, si c'est comme ça pour l'instant, c'est comme ça pour l'instant, et puis si un jour on arrive à l'arrêter, tant mieux. Il prend pas non plus des doses très hautes, mais et de toute façon sa vétérinaire nous avait dit aussi, l'idée c'est d'offrir à votre chien une vie qui soit bien, qui soit heureuse. C'est pas de l'avoir adopté pour qu'il soit en permanence en difficulté, en permanence en stress. Et ça reste quelque chose qui permet de l'aider à mieux vivre. Et finalement, quand on adopte un chien, est-ce que c'est pas pour ça aussi, pour lui offrir alors voilà, on fait des erreurs, mais la vie la plus douce et la plus sereine possible. Et donc, à quel moment t'es arrivée à cette réflexion de te dire en fait, ce chien, il est comme il est. On est arrivé au max du max peut-être des efforts. Est-ce que déjà t'as eu cette réflexion-là? Tout à fait. Parce qu'en fait, au début, on a un objectif un peu imaginaire. On se dit en fait, on va arriver à l'atteindre. Et à un moment, je pense qu'en fait, après avoir fait tous les efforts que t'as fait, toutes les méthodes, toutes les techniques possibles, tu dis en fait faut juste accepter que ce chien il est comme ça et que ça n'ira pas plus loin, quoi. J'ai mis du temps, je veux te dire, à faire mon deuil sur un peu Parce que là, ça fait combien de temps que alors je crois que ça fait déjà plus de 4 ans parce qu'il va fêter ses 6 ans au mois de septembre et il avait 1 an et demi, donc ça va faire 4 ans. Ça fait 4 ans et demi à peu près qu'il est avec moi. Et en plus pas le problème, mais on va dire que je partais d'une image où j'avais Hermès qui était un chien parfait. Voilà, j'étais vraiment... Bon, il s'entendait pas trop bien avec les autres chiens, mais c'est pas grave, il les tolérait de loin, même s'il y avait d'autres chiens qui venaient à la maison, ça allait. C'était vraiment un chien qui était parfait, que j'emmenais partout avec moi, qui était très sociable, qui restait sans problème à la maison. Enfin, c'était le chien idéal. Donc, et avec qui je voyageais, etc. Donc, c'est vrai que quand j'ai adopté Brownie, je me suis dit... j'avais des objectifs. Par exemple, l'objectif, c'était de pouvoir l'emmener avec moi quand je voyage. C'est pour ça que je voulais un petit chien. J'espérais qu'il puisse... que ce soit avec les autres chiens, pas forcément... c'était pas un objectif, mais qu'il puisse être avec mes amis, que je puisse l'emmener si je sors, etc. Enfin, si je sors, si je vais boire un café, si je mange au restaurant. Qui s'adapte en fait à ta vie. C'est ça. Moi, je m'étais vraiment conditionnée à avoir un chien avec qui je partageais tout parce que c'est ce que j'avais fait avec Hermès et voilà. Et avec Brownie, très rapidement, je me suis rendu compte que ça allait pas être le cas. Le premier voyage, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Parce que t'étais pas préparée aussi, peut-être. Donc C'était une catastrophe. Brownie, il n'a pas compris ce qui se passait. Donc, c'était un drame. Mais, tu nous raconteras après. C'était une catastrophe. Mais par contre, c'est vrai que, au début, je me suis dit, allez, on va pouvoir faire des progrès. Après, je me suis vite rendu compte qu'il y avait des choses qu'il n'allait pas être capable de faire ou alors que ça demandait... ça te demande un effort supplémentaire à toi, mais tu te demandes aussi... En fait, j'ai appris à me demander, est-ce que dans cette situation-là, le chien, il est vraiment bien? Est-ce que dans cette situation-là, le chien, il est vraiment content? Et en fait, ça m'a même fait penser... j'ai un peu...
Ça, c'est peut-être aussi le deuil qui parlait. Je me commençais à me dire, oh, mais j'ai mal fait les choses avec Hermès, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire ci. Parce que du coup, je me suis énormément renseignée. Donc, on avait donc un éducateur qui était top. Mais moi, après, j'ai aussi beaucoup lu, j'ai acheté beaucoup de livres, j'ai fait des formations en ligne. Je voulais vraiment essayer de me renseigner au maximum pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, j'ai fait tellement d'erreurs avec Hermès, donc tu as un peu la culpabilité. Et en même temps, mais ça fait partie de la vie, d'apprendre de tes erreurs. Et du coup, je pense que Brandy, là-dessus, m'a beaucoup aidé déjà, à comprendre un peu les angoisses, pas seulement les siennes, mais aussi les miennes, parce que j'en avais énormément. Donc, du coup, on a un peu travaillé main dans la pâte là-dessus, tous les deux. Et aussi, à me dire, est-ce que dans cette situation-là, est-ce que si je vais boire un café avec une copine en terrasse, est-ce que le chien, il a forcément envie d'être là? Oui, Hermès, il avait tout le temps envie d'être là, il avait tout le temps envie d'être avec moi. Brandy, je te le dis, il préfère rester dans son panier tout seul ou sur mon lit à la maison 2 heures. Il préfère être 2 heures tout seul à faire sa sieste qu'être avec moi en terrasse, avec plein de simulations. Avec plein de simulations. Alors après, je voulais quand même l'habituer parce que j'ai pas mal voyagé avec lui, etc. Je voulais quand même qu'il soit habitué. Alors, il va pouvoir le faire, mais ni lui ni moi, on va passer un super moment parce que moi, je vais être stressée, je vais être sur le qui-vive et lui, il va juste avoir envie de rentrer. Donc, je fais la part des choses et par exemple, si je voyage avec lui, je sais que ça va être un voyage où je suis tout le temps avec lui 24 heures sur 24 puisqu'il reste pas tout seul. Il faudrait que j'essaye, mais quand je pars en voyage, si c'est un endroit qu'il connaît pas, il va pas rester tout seul. Donc, je vais l'emmener, je sais pas, par exemple, dans la nature, on va louer un petit chalet ou un Airbnb. Et je sais que je vais l'emmener faire des randonnées. Et puis, voilà, donc j'essaie d'adapter le programme pour faire en sorte que ça lui plaise aussi. Et voilà, je sais qu'il y a certaines choses qu'il va pouvoir faire. Il y a certaines choses où je me dis, on a encore des progrès à faire. Et puis, il y en a d'autres, je me suis dit, c'est comme pas ça. Grave. Je vais pas le changer, c'est pas grave, c'est comme ça. Ouais. C'est tout. Mais ça m'a pris du temps. Et je pense que il faut accepter et puis d'accepter de changer de vie, quoi, en fait. Accepter les limites de son chien et accepter aussi qu'il il va falloir faire des compromis pour que ça fonctionne dans les deux sens. Et s'il y a des choses que j'ai envie de faire, si j'ai envie de voyager et de faire des musées et je sais pas, faire les boutiques et d'aller et de rester au soleil en terrasse à fumer des cigarettes, je sais que ça sera pas un voyage que je vais partager avec Brandy et c'est ok aussi. C'est ok, dans ces cas-là, il reste à la maison, il y a quelqu'un qui vient s'occuper de lui et moi je fais mon aventure et après on se retrouve. Et sur d'autres voyages, par exemple, je sais que j'ai envie de l'emmener à la plage, et voilà, tu vois, genre Alicante ou sur la côte, et ça, je me dis que ça c'est un voyage qu'on peut faire ensemble. Je l'emmène et on ira à la plage ensemble et on profitera ensemble. Mais si je veux aller, je sais pas, à Rome par exemple, c'est pas un voyage que je fais. Même si l'Italie est très, très, très friendly. Si je veux aller à Paris par exemple, je sais que c'est pas un voyage que je ferai avec lui parce que je sais que Paris, ça sera trop pour lui. Ouais, ok. Et alors, parce que si on parle un peu de la charge mentale d'avoir un chien réactif, même si évidemment, voilà, c'est des chiens qu'on aime plus que tout, mais la charge mentale, elle est là. Et il y a beaucoup de choses, en fait, à évoquer à ce sujet-là. Au quotidien, concrètement, pour toi, c'est quoi le plus difficile dans le fait d'avoir un chien réactif ? Est-ce que c'est la planification, le regard des autres, l'hypervigilance Alors, je pense que maintenant, je me suis un peu rodée, je me suis un peu habituée, je m'y suis faite. Ouais, t'as des automatismes. Mais je sais que, franchement, au départ, ça a été vraiment très difficile et je rentrais de balade et je pleurais. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? C'était une bêtise, je vais jamais y arriver. Je suis pas... J'ai même pensé à me dire, moment, je me suis dit, mais en fait, il va falloir que je lui trouve une autre famille, un Brandy, il va falloir que je lui trouve quelqu'un qui sache ce qu'il fait vraiment, parce que là, ça va plus, quoi. Et c'est horrible, parce que tu t'en arrivais là, tu te dis, mais c'est que t'en peux plus. À ce moment-là, toi, t'étais avec ton copain ? Ouais. Donc vous étiez à peu près deux. Heureusement, on était deux, et du coup, ça aidait dans la gestion, parce que si j'avais été toute seule, je pense que je sais pas comment j'aurais fait. On était deux, mais par contre, ça a été source de nombreuses disputes,
au sein du couple. Enfin, c'était Parce que vraiment... lui, il voyait comment les choses? Heureusement, on était sur la même longueur d'onde, que ce soit en termes d'éducation, tu vois, sur l'éducation positive, sur le traitement. Là-dessus, j'ai eu beaucoup de chance, on était vraiment d'accord sur tout, mais c'est vrai que le chien, il est ingérable, les balades, ça devient... c'est un supplice, tu peux pas l'emmener nulle part. À la maison, c'était des aboiements sans cesse. Du coup, ça crée beaucoup de tension. Et puis, il était tout le temps là, parce qu'il y avait l'anxiété de séparation, donc il ne lâchait pas. Et ouais. Donc, il y a eu des moments où, franchement, c'était compliqué. Et après, je pense qu'il y a eu... Au départ, c'était vraiment le regard des autres qui était compliqué. Le jugement, parce que... Les gens te disaient quoi dans la rue? De tout. Et les gens jugent pas. Alors, soit ils vont dire que c'est toi qui sais pas faire, soit ils vont dire que c'est toi qui es méchante, t'as rendu ton chien méchant. Il y a aussi le fait que t'as un peu honte, ton chien il est sans arrêt en train d'aboyer. Je me souviens une fois, je l'avais emmené à Malaga. Et on est en terrasse, alors il faut toujours choisir un coin isolé, etc. Ouais. Enfin, tu vois, je faisais très attention à tout, mais il y a toujours un truc qui sort, qui sort. Tu peux pas tout contrôler de toute façon, ouais. Et là, il y a une serveuse, d'abord, c'est pas de sa faute, mais qui arrive de derrière, donc que je ne vois pas, et qui se baisse pour toucher Brownie. Et là... Ouais, il déclenche. c'est jeté sur elle, et la nana, elle a terrorisée, elle a crié, elle est partie en courant, c'était terrible. Et tu te dis, mais alors, t'es mal pour la personne, t'es mal parce que tout le monde te regarde, t'es mal pour le chien. Et les gens, il y avait aussi beaucoup de jugements aussi sur les réseaux sociaux, tout le monde te donne ses conseils, tu fais si mal, tu fais ça. Est-ce qu'à ce moment-là, déjà, tu partageais énormément justement tous ces problèmes? Non. Un peu moins? Pas au départ, parce que quand on l'a adopté... Tu savais pas trop encore Je savais pas trop, et après très vite la honte s'installe aussi, tu te dis il y a quelque chose que je fais mal, il y a quelque chose que le chien... et t'oses pas trop en parler, et du coup c'est un peu un cercle vicieux, et aussi quand t'en parles, les gens te donnent 1001 conseils, et en fait alors qu'ils savent pas la cause du problème, ils ont pas toute l'histoire. Et dans tous ces conseils, c'est ah oui, non, mais ça c'est parce que tu dois le laisser pleurer. Non, il faut pas laisser pleurer son chien. Non, mais il faut l'habituer. Et en fait, toi, t'es là et t'as 150 000 conseils et en fait, tu sais plus où donner de la tête. Et c'est pour ça, je pense que c'est très important de bien s'entourer et de faire attention à... c'est toujours difficile de trouver quelqu'un qui soit vraiment chouette. Parce que parfois tu vas répéter des situations et ça va aggraver la réaction plutôt que ça va aider. Et non, c'est pourquoi je disais ça. Oui, c'est important de faire attention à comment, enfin voilà, qui va t'accompagner, quelle va être la personne, et rester dans cette routine-là plutôt que d'accepter 1001 conseils, parce que chacun à sa version et va donner ce qui a marché. Peut-être ça a marché pour un autre chien et c'est super, mais ça va pas marcher pour le tien. Mais j'ai quand même commencé à en parler sur les réseaux sociaux, parce qu'au bout d'un moment, tu te sentais seule aussi. Je me sentais seule aussi, tu te désespères, et c'est vrai que tu te sens un peu... tu partages tout est bien, tout est beau, tout est rose sur les réseaux sociaux, et dans la réalité des faits, tu rentres chez toi et après la balade, tu restes en train de pleurer et tu te dis qu'est-ce que j'ai fait. Et donc j'ai commencé à en parler, et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui passaient par là, et qu'on était un peu tous... Qui t'ont écrit en disant... Et qu'on était un peu tous désespérés, et qui m'ont dit, franchement, voilà, désespère pas. Et en fait, ça crée un peu un groupe de soutien, et tu te sens moins seule. Je me souviens qu'il y avait même un groupe de soutien pour les parents de réactifs, etc. Et franchement, ça aide, tu te sens moins seule, et surtout tu te rends compte qu'on est plein à passer par là. Et je pense qu'il y a un peu cette image, cette vision idéalisée de l'adoption que les gens ont, qui dans certains cas fonctionne très bien, et c'est chouette, t'adoptes un chien et tout fonctionne bien. Mais je pense que il y a aussi les à côté parfois qui sont un peu plus compliqués à gérer, et il faut savoir dans quoi tu mets les pieds. Voilà. Ouais, je pense qu'il y a quand même toujours un problème, malheureusement. Enfin, malheureusement. Non, pas malheureusement, mais il y a toujours un souci avec les chiens qui sont adoptés, évidemment, parce que voilà, ils ont un passé et c'est tout à fait normal.
Est-ce que toi, ta famille, du coup, elle est en France ou Oui, ma famille, elle est en France. Ok. Et donc, est-ce que tu avais eu des retours, des remarques justement de ta famille, de tes Ouais. proches? Ouais. Ouais, c'est compliqué. Bon, déjà, le fait est que Brandy et moi, on vit en Espagne, ma famille, elle est restée en France. Donc, c'est soit j'emmène Brandy là-bas, mais bon, alors c'est branle-bas de combat parce qu'il faut prendre l'avion. Bon, voilà, donc je sais que ça va pas être quelque chose de hyper simple. Ouais. Donc, si je rentre pour un week-end, une semaine, je vais pas forcément prendre Brandy avec moi, mais c'est vrai que parfois je rentre 1 mois, 3 semaines, 1 mois, et là je me dis j'avais quand même envie de partager ça avec lui. Et donc là c'est tout quand même, c'est toute une organisation, et franchement ça n'a pas toujours été facile. J'ai de la famille qui est venue à la maison aussi, que ce soit au Portugal ou en Espagne, avec Brandy. Et c'est compliqué parce que parfois on n'a pas les mêmes avis sur l'éducation, sur comment ça doit se faire, donc ça peut créer des conflits. Brandy, il est réactif avec les gens qu'il connaît pas, donc il va réagir, donc c'est pas agréable aussi d'avoir, tu vois, toi tu te sens mal, eux ils se sentent mal, le chien se sent mal, tout le monde se sent mal. Donc j'ai eu pas mal de réflexions. Heureusement, j'ai de la chance quand même, j'ai des membres de ma famille qui sont assez souples et qui connaissent, donc voilà, qui sont dans l'empathie. Et d'ailleurs, ça a aidé beaucoup Brandy. Enfin, quand je suis rentrée avec lui en France, oui, il y a eu des moments qui étaient compliqués, mais ça lui a permis de faire pas mal de progrès. Et quand il a des gens qui viennent à la maison, c'est laborieux, c'est compliqué, mais en même temps, ça lui permet de faire des progrès. Mais le problème, c'est que ça les gens n'ont pas forcément Bah oui, c'est ça. Évidemment. Ils n'ont pas forcément envie de venir et de se faire agresser en permanence. Oui, c'est ça. Du coup, ouais, j'ai eu pas mal de réflexions, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a eu des moments où ça m'a fait péter les plombs aussi, où il y a eu des disputes. Et maintenant, je veux pas dire que j'ai lâché la rampe, mais bon, voilà, j'ai compris, j'adapte aussi. Je sais que, par exemple, si j'ai des copines qui viennent à la maison et qu'elles ont peur des chiens, par exemple, soit je vais faire garder Brandy, soit je vais m'organiser. Enfin voilà, j'essaye de pas mettre les gens. C'est de la logistique. C'est ça. J'essaye de pas mettre les gens en difficulté. Et en même temps, et de pas mettre les gens et de pas mettre Brandy en difficulté, et en même temps de trouver le juste équilibre. Quand j'ai ma meilleure amie qui est venue à la maison, par exemple, et qui, elle, adore les chiens et avait adopté un chien, elle aussi, voilà, dans ces conditions-là, je sais qu'il n'y a pas de souci. Si Brandy pète les plombs, il pète les plombs, c'est pas grave, il fait sa crise 5 minutes, et puis après, il redescend. Et je sais qu'il y a des personnes qui comprennent, et puis d'autres non. Et je pense que ça permet aussi de faire un tri dans ton entourage, de certaines personnes qui finalement étaient peut-être pas là pour les bonnes raisons, on va dire. Ouais. T'as fait beaucoup le tri, t'as renoncé à beaucoup de choses aussi. C'est quoi toutes les choses qui ont changé pour toi? Je dirais qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux parce que t'as trouvé un équilibre. Maintenant, je connais Brandy, je sais ce qui fonctionne pour lui, je sais ce qui fonctionne pas. Et comme je te disais, j'ai un gros système de soutien ici. Il y a son papa, entre guillemets, qui est là aussi. Il a des personnes qui peuvent venir quand je vais au travail, si je reste au bureau. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va venir s'en occuper, le sortir, ça lui coupe la journée en deux. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu vas au bureau tous les jours ou plusieurs fois par semaine? Là, je suis en pleine recherche de travail, mais normalement, j'étais en mode hybride, donc j'allais quelques jours et j'étais d'autres jours à la maison. Donc, je m'étais organisée pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Ouais, parce que c'est quand même des journées de, 10 heures. Et heureusement que maintenant, il peut rester tout seul à la maison, parce que ça, et si demain matin, c'est quelque chose que je pense, si demain matin, je déménage, je sais qu'il va falloir lui réapprendre à rester tout seul dans un appartement, et ça veut dire que, potentiellement, je peux pas aller au bureau tout de suite, quoi. Tout de suite, ou alors le chien, il va pleurer toute la journée, mais ça, c'est pas possible, que ce soit pour les voisins. Alors, du coup, mais ça c'est quelque chose, je me suis adaptée. Je sais que si on me propose du boulot demain matin et il faut déménager, t'as des critères. Il faut que je prenne en compte le fait que pour Brandy, ça va être compliqué. Alors les gens, ils vont te dire, oh là là, qu'est-ce que tu nous saoules avec ton chien, machin. Mais potentiellement, ce chien, je l'ai adopté, c'est ma responsabilité. Et je sais que si on change d'appartement, si on change de ville, ça va être encore tout un processus. Alors peut-être ça va se faire en 2 semaines, tu vois. Mais du coup, il faudrait que j'adapte pour commencer plus tard, pour qu'il s'habitue. Voilà, je dirais que
là où ça change mon quotidien, c'est que ben, je fais beaucoup de choses en fonction de lui. Je choisis les balades en fonction de lui. Il y a certaines heures, je sais qu'on peut pas y aller parce que c'est les heures de pointe et que ça va être blindé. C'est de l'hypervigilance en permanence. C'est de la gestion. C'est de tout surveiller. Je sais que dans l'immeuble où j'habite, il y a beaucoup de chiens. Alors maintenant, tout le quartier le connaît. Hein, donc heureusement, les gens ici sont... je sais pas comment c'est en France, mais je trouve qu'ils sont plus dans l'empathie, dans la compassion. Donc tout le monde connaît Brownie dans le quartier, donc ils savent que soit ils vont se faire appeler. Il y a certains chiens qui détestent, bon, ça on le sait. Mais c'est de la gestion, de l'hypervigilance et des compromis aussi sur des choses que je voudrais faire avec lui et que je vais pas faire. Et puis, je sais que voilà, j'aimerais avoir plus de personnes, inviter plus de monde, par exemple, chez moi. J'adore faire des apéros dînatoires. Bon, je renonçais aux apéros dînatoires. En soi, c'est pas un drame. Mais les apéros dînatoires, je peux faire sans. Mais c'est vrai que je dirais que c'est plus dans l'organisation au quotidien et de ne pas avoir la spontanéité de pouvoir faire certaines choses. Je sais que si je veux l'emmener en voyage, il faut que tout soit millimétré, que tout soit organisé. Ici, un mini-incident, ça va l'impacter sur tout le voyage. Donc c'est vraiment une charge mentale en termes d'organisation, de tout organiser, de tout prévoir et de dire que, en fait, même d'anticiper ce qui va pas fonctionner parce que tu sais qu'il y a un truc qui va pas fonctionner à un moment ou un autre et d'être toujours dans l'anticipation. Et ça, au bout d'un moment, je pense que ça pèse. Et là où ça me fait mal au cœur, c'est de me dire que les gens, ils en ont peur ou ils le jugent aussi. Ils le voient pas, en tout cas, comme toi, tu le vois. Et ça, je dirais que c'est peut-être un truc compliqué à faire. C'est que j'aimerais que... Alors, oui, sur Instagram, forcément, les gens le voient parce que je partage pas que ses mauvais côtés. Je partage tous comme il est mignon, comme il est chouchou, comme il est drôle parfois, etc. Donc oui, les gens arrivent à voir ça, mais je sais que j'ai plein de copines qui en ont peur, voilà, et je pense que c'est là-dessus où j'ai fait le deuil. Les gens et même moi, parfois je suis au bout du rouleau, je me dis mais Brownie, si c'est pénible, tu te dis purée, avec tout ce que je fais, avec tout ce que j'ai mis en place, tu trouves quand même le moyen de m'aboyer dessus parce que je t'ai demandé d'aller dans ton panier et de pas rester sur le lit, ou tu es en train de péter les plombs parce que j'ai sorti l'aspirateur et que je t'ai mis dans la chambre. Mais si tu sors dans le salon, tu vas aboyer sur l'aspirateur, mais du coup, tu es dans la chambre et tu aboies parce que tu es dans la chambre. Et tu te dis, mais parfois, tu sais, on a tous nos mauvais jours. Hein. Alors, quand tout va bien, tout va bien et tu peux en rigoler. Mais il y a des jours qui sont... parfois, tu es à bout et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parfois, tu es à bout et tu n'en peux plus. Ou tu rentres après une longue journée de travail et tu dis, allez, on va décompresser, on va aller se balader, on va faire une grosse balade, machin. Et lui, parfois, il est dans un mauvais mood. Là, tu vois, par exemple, il fait très chaud. Donc, je sais qu'il n'a pas envie de sortir. Voilà, il ne va pas vouloir sortir. Mais du coup, il y a de l'énergie qui n'est pas dépensée. Du coup, il est un peu sur le qui-vive. Et du coup, quand tu sors, tu fais ta balade, il est à cran. Et là, c'est réaction sur réaction. Et je te dis, mais en fait, on ne profite pas. Il n'y a personne qui profite. Toi, tu ne profites pas. Brownie ne profite pas non plus. Les gens autour de toi, ils ne profitent pas non plus. Donc... je sais pas si ça répond à ta question parce que du coup, je pense qu'on l'a. Et alors, est-ce que tu as l'impression d'avoir fait un switch, enfin ton cerveau en tout cas, est-ce que tu as l'impression d'avoir parfois fusionné, tu vois, avec Brownie, donc d'avoir littéralement le même fonctionnement que lui je me suis posé beaucoup de questions parce qu'on dit quand même que tel maître, tel chien. Et je pense que, comme je t'ai dit, il y a déjà beaucoup d'angoisse que j'avais au départ, que j'ai transmise un peu malgré moi. Et là-dessus, je remercie Brownie parce que je ne m'étais pas rendu compte que j'étais dans un état d'anxiété et de mal-être total parce que j'avais des choses qui n'étaient pas réglées suite au deuil d'Hermès. Donc, j'ai entamé une thérapie grâce à lui parce qu'au final, je me dis, mais là, on ne progresse pas. Moi, je suis dans un état... chaque balade, ça devenait une source d'angoisse. Je rentrais, je pleurais. Tu te dis, mais tu peux pas continuer comme ça. Donc déjà là-dessus, je pense qu'il m'a beaucoup aidé. Il m'a aussi appris à être bien plus dans l'empathie et dans la résilience. Et je pense que j'ai fait énormément de progrès, que ce soit pour apprendre à mieux comprendre le chien
que ce soit les signaux canins, tu sais, le langage corporel, reconnaître quand ça va pas. Et forcément, après, en termes d'éducation, bon, moi, chacun a ses... On va dire chacun a ses préférences, hein, et il fait ce qu'il veut, mais je pense que ça m'a aussi permis d'apprendre vachement sur l'éducation positive, sur comment gérer certaines situations. Et finalement, je pense qu'il y a aussi un moment où, surtout maintenant qu'on n'est que tous les deux, il y a un moment où en fait, ouais, alors on est fusionnels. Alors Hermès et moi, on était fusionnels d'une certaine manière parce qu'on est tout le temps ensemble en permanence. Mais c'est vrai que Brony et moi, on est fusionnels, même si, bon, ben, il y a des moments, il explose, etc. Et je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est pénible. Mais par contre, c'est vrai que je vois à son regard, à la manière dont il va se positionner, si ça va être une bonne journée, si ça va être une mauvaise journée. Si on est en balade, je sais à quel moment il va réagir, ou on est sur le seuil de tolérance. Là-dessus, c'est vrai j'arrive à avoir un niveau de reconnaissance. Ouais. Parce que c'est un chien qui est très demandeur aussi. C'est donc, ça, ouais. et à lire ses signaux de communication. Et je pense que lui aussi, à sa manière, c'est pas un chien qui est très câlin, c'est pas un chien... il a ses moments, il va venir te demander, mais c'est pas un chien qui va passer sa journée à être dans tes bras. Et ça, ça a été hyper difficile aussi. Ouais. J'ai fait le deuil là-dessus. Mais j'ai remarqué que depuis qu'on est ensemble, il est, à sa manière, il est plus dans l'empathie. Si je suis pas bien, si j'ai un mauvais jour, par exemple, je sais que c'est arrivé la dernière fois, j'étais triste, j'étais en train de pleurer, mais c'est la première fois qu'il est venu, il est venu contre moi, il m'a fait des petites léchouilles et tout, et je pense qu'il prend sur lui jusqu'à un certain point dans les jours où ça va pas, et dans les jours où ça va bien. Mais tu vois, on va sortir, on va aller faire une randonnée, on va aller faire une balade, il est tout content, il sourit, il a vu un lapin, il a vu un canard, il est tout heureux. Et du coup, ouais, je pense que ça nous a quand même permis d'être très, très fusionnels, même si, bon, bah, parfois on ne supporte plus aussi, hein. On se dit, oh là là. Parfois il va se mettre dans le salon, je suis dans la chambre, et chacun ouais, dans son donc il coin. arrive maintenant à être beaucoup plus indépendant. Ça y est. Ouais, ça, là-dessus, je pense qu'il y a des situations, si je pars en vacances, etc., faudrait que je refasse des essais de le laisser, mais bon, c'est toujours une organisation. Parfois, maintenant, je suis un peu, je me dis, oh là là, j'ai juste envie de partir et de profiter, donc je sais que je pars avec lui, je sais que ça sera pour rester avec lui. Mais il a gagné en indépendance, mais en même temps, ouais, par exemple... Est-ce qu'il a de la stabilité aussi, tu vois, il a de la stabilité, c'est tranquille à la maison, c'est calme, il a ses habitudes, il a sa routine, voilà, tout est un peu cadré. Et bon, ben, avec aussi une part de flexibilité, s'il n'a pas envie de sortir à 4 heures, ben, c'est ok, il sortira à 18h, ou s'il a envie de sortir un peu plus tôt, donc je m'adapte aussi. On a atteint un niveau où je le comprends très bien, et je sais à quel moment ça va fonctionner, à quel moment ça va pas fonctionner. Et ça, les gens parfois ne le comprennent pas. Si, par exemple, l'autre jour, je devais faire une balade avec une copine et son chien. Elle avait 1 heure de retard, il faisait chaud. Elle me dit, bon, changement de plan, machin, nanani. Et elle me dit, en fait, je m'arrête pour prendre un truc à reporter. Elle me dit, on se retrouve là-bas. Je lui dis, non, je vais pas pouvoir le faire. Le chien, il est stressé. On a atteint le seuil de tolérance. Il fait chaud. L'endroit, il va être bondé. Désolée, mais je vais pas pouvoir le faire. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Ils me disent, oh, mais c'est bon, force-le. Non, mais en fait, Brony et moi, on est arrivés à un point où je sais... Alors, il faut trouver le juste milieu. Parfois, je me dis, je force pas assez les choses, et je sors... Peut-être on sort plus trop de notre zone de confort parce qu'on a trouvé une petite routine qui fonctionne bien. Il faudrait qu'on se challenge un peu plus. Mais, et c'est vrai, je le reconnais, on essaie de travailler là-dessus. Là, par exemple, je lui apprends à aller en voiture, et le but, c'est de pouvoir l'emmener sur des trajets un peu plus longs, partir en week-end, etc. Mais je sais que ça va être une organisation, ça va être une charge mentale. Voilà. Mais les gens ne le comprennent pas forcément, et ça, parfois, c'est difficile. Les gens ne comprennent pas que je vais pas pouvoir, si je sors, il y a un certain nombre d'heures où je peux être dehors, et j'ai pas forcément la spontanéité de dire, non... Bon, je vais rester dehors jusqu'à... Bon, ça, je le fais plus tôt, mais je vais rester dehors jusqu'à pas d'heure, non. Mais voilà, comme je t'ai dit,
le matin, si je sors branler le matin, je reste avec lui l'après-midi, je peux pas sortir 3 fois par jour. Et je pourrais le faire, mais je sais que la troisième fois, il va être stressé, il va être pas bien. Et je peux le faire si c'est en cas d'urgence, etc. Mais oui, bien il y a sûr. un peu cette... j'organise un peu toute ma vie autour de lui. Et les gens, parfois, ne le comprennent pas, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que... Ouais, on est fusionnel, même si on n'a pas cette relation très câline, à sa manière. On l'a quand même un peu. Mais c'est vrai qu'on est très, très fusionnel et t'es, je pense, un peu obligé à la fin de bien connaître ton chien pour savoir quand est-ce que enfin là où, jusqu'où tu peux aller et savoir quand ça va pas le faire. Et parfois, tu as aussi des bonnes surprises. Hein. On va pas... je sais plus quand est-ce que c'était la dernière fois, mais j'ai des bonnes surprises. Hein, avec... Et c'est là où tu te dis, ben voilà, finalement, tout le travail qui est fait... la bonne surprise, tu te dis, ah, tiens, ça s'est bien passé. Ouais. T'es très étonnée. Parfois, il se surprend lui-même. Il me regarde et me dit, hey. Il me dit pas, hey, mais il me regarde, il fait avec ses oreilles comme ça et son sourire. Il me dit, t'as vu Trop mignon avec ses oreilles de lapin. Ouais. Voilà. Et alors, est-ce que tu veux nous raconter peut-être un peu le départ de Hermès? Comment ça s'était passé ouais. Je suis sensible. Non, maintenant ça va mieux. C'est vrai que ça fait quelques années, mais ça a été un sujet très difficile. D'autant plus que donc Hermès et moi, on était très fusionnels. Il allait à la fac avec moi, il allait au bureau avec moi quand j'étais à Berlin, etc. Et je l'emmenais vraiment partout. On voyageait ensemble. Enfin, c'était vraiment. C'était une partie de toi, quoi. Voilà. Et je l'ai adopté quand j'étais. Enfin, adopté. Non, voilà. Ouais. Je l'ai eu quand j'étais très jeune. Donc, il est resté avec moi toute une grande partie de ma vie. Quand il est parti, ça a été dramatique. Et je pense qu'il y avait. J'étais pas prête, mais est-ce qu'on est vraiment prêt pour ce genre de choses? Alors, il est parti dans quelles circonstances? Comment ça s'est passé? Alors, il était diabétique. Okay. Il était diabétique sous traitement et il avait développé de la cataracte et je m'étais mis en tête de le faire opérer de la cataracte. Et du coup, je l'ai emmené chez le vétérinaire pour pouvoir... en fait, il doit rester, quand il est diabétique, il doit faire des courbes de glycémie et donc il reste toute la journée chez le vétérinaire pour faire cette courbe de glycémie. Donc ça, c'était des contrôles qu'on faisait de toute façon régulièrement pour contrôler son diabète. Et en fait, l'idée, c'était si la courbe de glycémie est bien, on pourra procéder à l'opération. Sinon, il faudra attendre. Et en fait, malheureusement, j'ai déposé le matin et le soir, ils nous ont appelé pour me dire que il était parti juste au moment où on allait venir le récupérer. Il était parti. Il n'avait pas survécu à la dernière prise de sang, les dernières analyses qu'ils avaient faites. Donc là, ça a été le choc absolu, le choc total. Moi, je suis restée longtemps dans le déni. Tu t'y attendais pas, en fait? Il n'y avait aucun c'était terrible. Alors, je savais que le diabète, il n'allait pas pouvoir en guérir, mais comme on faisait très attention que c'était sous contrôle, pour moi... il y avait encore quelques années possibles et quelques belles années à vivre ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des explications? Le cœur a lâché. Voilà. Le cœur a pas tenu et c'est pas... Le diabète avait progressé, mais c'était pas non plus dramatique, mais le cœur a lâché. Et ce qui est assez fou, c'est que... Enfin, heureusement, oui et non, mais... Quand j'ai déposé chez le vétérinaire le matin, on s'était fait un énorme câlin. J'avais dit que je l'aimais. Je ne sais pas si c'était comme si j'avais un pressentiment ou si c'était au cas où, mais j'avais eu le temps de lui... Tu vois, on avait eu le temps de se dire au revoir. La dernière phrase que je lui ai dit, c'est « je t'aime ». Enfin, tu vois. Mais non, ça a été un choc émotionnel absolu, complètement traumatique. Et au-delà de ça, s'ajoute aussi un peu la honte et le tabou autour du deuil animal. Donc, j'ai eu encore de la chance que j'étais pas toute seule parce que du coup, j'étais à l'époque avec mon ex. Donc, heureusement, j'avais quand même un soutien à la maison. Mais je sais que pour beaucoup de personnes qui sont seules et qui se sentent complètement incomprises parce que quand tu te dis, si demain matin, tu vas voir une copine ou tu vas au travail et tu t'expliques, tu dis, mais écoute...
j'ai perdu mon meilleur ami, on était ensemble, enfin on se connaissait depuis 10 ans, on se voyait tous les jours, on était tous les jours ensemble, on travaillait ensemble, on était tout le temps ensemble, ça fait 10 ans, on a voyagé ensemble, on passait tout notre temps libre ensemble. La personne, elle va te dire, mon Dieu, mais comment tu vas faire? Enfin voilà, elle va être empathique dans ce processus de deuil. Quand tu dis j'ai perdu mon chien, les gens, ils te disent, bon, ben, c'est pas grave, t'as qu'à en prendre un autre. Ou ils comprennent pas forcément tout ce qui va avec. Et du coup, il y a énormément tu te sens, t'as pas envie d'en parler, mais en même temps t'as envie d'en parler, tu te sens seule dans ta tristesse et tu sais pas comment faire. Et c'est pour ça que j'ai fini par en parler sur les réseaux sociaux, parce qu'au début, mais bon, j'en ai parlé au début, etc. Mais au début, tu fais comme si tout allait bien. Et puis très rapidement, en fait, au bout d'un moment, je pense que j'ai explosé et je me suis dit, mais j'en ai marre de faire comme si tout allait bien. Et j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux, et aussi parce que je trouvais qu'il n'y avait pas, ou en tout cas, je connaissais pas je trouvais qu'il n'y avait pas de système de soutien autour de ça. Enfin, on n'en parlait pas beaucoup, il n'y avait pas de ressources, tu étais seule dans ta tristesse et il fallait en parler à personne. Donc, j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux, et en fait, le nombre de personnes qui m'ont contactée pour me dire qu'ils étaient dans la même situation, qui vivaient tout seuls, ou par exemple ils étaient mariés et le mari ne comprenait pas pourquoi, ou alors il y avait vraiment tout un tas de situations où je me suis dit, mais c'est fou, on est combien à souffrir de ça et personne n'en parle. C'est quand même assez fou. Et du coup, j'ai commencé à faire des lives sur le sujet, etc. Et ça m'a permis, ça change pas les choses fondamentalement, mais en fait, tu te sens quand même beaucoup moins seule et tu te sens comprise dans ta douleur aussi. Et ça m'a permis de rencontrer pas mal de personnes assez exceptionnelles. Ça m'a permis de connaître la communication animale, mais je sais qu'il y a aussi des accompagnantes dans le deuil, par exemple. J'ai Irène, avec qui j'ai fait un live, etc., qui m'a aidée aussi après à passer par là. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de ressources, mais que ce soit sur l'accompagnement de fin de vie, l'accompagnement du deuil. Alors, je ne sais pas si c'était parce que j'en avais pas besoin, j'étais pas consciente, ou si ça existait pas avant. Mais j'ai trouvé que maintenant, il y avait pas mal de ressources à ta disposition. Alors, je pense que ça reste un moment terrible, très difficile. Honnêtement, j'y pense avec Brony, quand on nous a dit qu'il était malade, etc. Voilà, je suis pas sûre. J'y pense sans y penser trop, parce que c'est la partie une fois que ça t'a vraiment marqué. Ouais. Est-ce que tu dirais même que c'est allé jusqu'au traumatisme Ah, complètement. Mais je pense que j'ai fait une dépression. Alors sans m'en rendre compte au départ, mais je me suis vraiment enfoncée. Plus envie de sortir, plus envie de voir personne. Je pleurais sans arrêt. Je voulais en parler, mais je pouvais pas en parler. J'ai vraiment eu des idées noires. C'était vraiment compliqué. Heureusement, je n'étais pas toute seule à cette époque-là. Donc, on s'est quand même soutenus. Mais ça a été très dur, et je pense qu'il m'a fallu un temps faramineux pour pouvoir faire mon deuil. C'est-à-dire que 1 an, 2 ans après, je ne pouvais pas regarder les photos, les vidéos sans pleurer, je ne pouvais pas en parler, et je voyais que je progressais pas, que j'avançais pas. Et en fait, je m'en suis aussi rendu compte avec Brony, c'était que j'avais des angoisses et une anxiété monstre à son sujet, où j'en étais arrivée au point où je voyais, pas comme si j'avais des hallucinations, mais en fait j'avais une angoisse qui montait, et j'imaginais qu'il lui arrivait quelque chose, quoi. C'était dramatique. Si on allait à la plage, j'étais persuadée qu'il boitait, alors que juste c'était à cause du sable, et qu'il marchait d'une manière différente. Quand on était en balade et qu'il haletait trop fort, je le voyais, j'imaginais qu'il allait faire une crise cardiaque. En balade, tout était... tu étais hyper sensible, en fait, et tout était exacerbé. Tout était dramatique, et du coup, j'ai entamé une thérapie et ça m'a beaucoup aidée. Mais je pense qu'il m'a fallu quand même plusieurs années pour pouvoir en parler sans me mettre à pleurer. Alors, ça m'arrive toujours encore, si je regarde des vidéos, etc., ou parfois j'ai des souvenirs, tu sais, sur Instagram et tout. Ça reste, voilà. Mais pour pouvoir, disons, passer cette étape où d'abord j'étais super en colère, après je m'en suis voulu, j'ai tout remis en question, après j'étais dans une anxiété permanente,
Après, j'avais beaucoup de hauts et de... Enfin, c'était vraiment tout un... passé par toutes les étapes Je suis passée par, du deuil, quoi. Par toutes Et les couleurs et qu'est-ce qui a fait, du coup, que alors, je sais pas si on arrive à terminer un deuil. Je suis pas sûre faire le deuil. Qu'il y ait une fin, en tout cas, Ouais. à ça. Mais qu'est-ce qui a fait, du coup, que ça allait mieux? C'est le fait d'en parler avec quelqu'un, ou est-ce que, je sais pas, il y avait une méthode, quelque chose de... un système magique, un peu magique. Je pense que ce qui m'a vraiment énormément aidée, c'est de travailler dessus avec une professionnelle et de trouver quelqu'un qui comprenait, parce que elle avait des chiens, etc. Donc, je pense que la première partie, ça a été vraiment le côté thérapie, de pouvoir en parler et de comprendre aussi ce que ça venait toucher chez moi et pourquoi la réaction était aussi intense. Je te dirais que je me suis beaucoup ouverte sur d'autres, on va dire, des domaines un peu alternatifs, que ce soit la communication animale, mais je me suis aussi beaucoup renseignée sur le bouddhisme, sur le spiritualisme avec Allan Kardec, etc. Enfin, j'ai vraiment ouvert un peu mon champ des possibles. J'ai lu beaucoup de livres aussi sur le deuil, etc. J'ai fait pas mal de lives sur Instagram pour en parler, pour pouvoir parler avec des gens. Je pense que ça m'a beaucoup aidée. Et après, je dirais le temps. Et je pense que d'avoir adopté Brownie, ça a été un peu un double tranchant, parce qu'au début, je me suis dit, mais... Enfin, tu peux pas t'empêcher de se comparer. En fait, il est arrivé quelques mois après. Il est arrivé 6 ou 8 mois après. Ouais. Okay. Et honnêtement, c'était trop tôt. Avec le recul aujourd'hui, je pense que c'était trop tôt. J'étais pas prête. Et en même temps, rien n'arrive par hasard. Donc, ça s'est fait comme ça. Mais je pense que j'étais vraiment sous le choc et dans un état d'angoisse et d'anxiété qui était pas bonne ni pour moi ni pour Brownie. Et je pense que je lui ai transmis pas mal de choses à ce moment-là. Et c'était pas cool. Et je pense que... Voilà, après, chacun est différent. Je sais qu'il y a des personnes qui adoptent très rapidement et ça se passe bien, mais je pense que pour moi, c'était beaucoup trop tôt. Ouais. Et je ne pouvais pas m'empêcher de le comparer. Surtout que, voilà, c'est un chien quand même qui était c'était mouvementé, quoi. C'était radicalement différent. Et je dirais que quelque chose qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est la communication animale. Et ça, de pouvoir... Ça t'a fait du bien. Ouais. Encore une fois, on y croit pas. Mais parce que j'ai un peu suivi, alors je l'ai pas fait, tu le fais pas tous les mois, mais donc je l'ai fait quelques semaines après son départ. Je l'ai fait quelques mois. Ah oui, non, parce que non, c'est pas que je l'ai fait quelques mois, c'est que j'avais rencontré cette médium dans un café et qui m'en a parlé. Et du coup, il y a eu plusieurs petites choses qui se sont passées comme ça, qui m'ont aussi aidé à comprendre que notre temps, il était arrivé à son terme, et que ça ne voulait pas dire que, même s'il n'est plus là à côté de moi aujourd'hui, je sais qu'il est toujours là d'une certaine manière, et il est toujours avec moi, et il se manifeste, alors pas autant qu'avant, mais il se manifeste toujours d'une manière ou d'une autre quand je m'y attends le moins, et qui continue son processus de vie. Alors après, chacun a des croyances qui sont différentes là-dessus. Moi, je me suis renseignée un peu sur certaines choses, j'ai décidé de croire à certaines choses. On y croit finalement. Est-ce que ça nous arrange ? On ne sait pas. Tant que ça fait du bien. C'est ça. Et la communication animale, ça m'a quand même beaucoup aidée à lâcher prise et à me rendre compte que voilà, il est bien, il est libéré de ses souffrances. Il me manque énormément, il me manque tous les jours, je continue à penser à lui. Mais voilà, j'accepte qu'il soit là, présent d'une autre manière. Et surtout, je pense que c'est peut-être ça le plus dur, ça a été de me pardonner à moi-même toutes les erreurs que j'ai faites ou que je pense avoir faites, ou toutes les choses que j'aurais voulu mieux faire. Et ça, je pense que ça a été long aussi, mais avec du temps, un travail sur soi. Et je pense que la communication animale, ça m'a vraiment beaucoup aidée, je pense. J'avais une autre question, parce que donc là actuellement, alors je sais pas si tu vas en parler, mais t'es pas en couple. Non. Et donc, est-ce que le fait justement d'avoir un chien réactif, ça c'est un sujet qui c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué parce que Brownie et moi, maintenant, on a une routine bien rodée.
Et on vit que tous les deux. Et par exemple, je sais que si j'avais pas eu Brownie, parce qu'à un moment, tu te dis, ah, pourquoi je fais pas une colocation et tout, avec des gens, machin, tu vois, c'est plus sympa que d'être toute seule. Bon, après, moi, j'adore vivre toute seule, donc ça m'a pas dérangée, mais plein de gens m'ont dit, ah, pourquoi tu fais pas une colocation et tout, machin, comme ça, t'es pas toute seule, tu rencontres du monde. Avec Brownie, clairement, c'est quelque chose qui est pas possible, hein, la colo. Non, ça, c'est pas possible. Mais du coup, on est très rodés dans notre routine à tous les deux. Et je sais que si je ramène quelqu'un à la maison, ça perturbe. Ah ben non, il va pas être content, mais c'est pas. Alors, encore une fois, ça dépend des gens. Il y a des mecs qui sont venus et Brownie il aboie. Alors, certaines personnes sont plus tolérantes. Si la personne n'a pas peur, déjà, ça aide. Mais ça m'est arrivé qu'il y ait des mecs qui avaient peur et qui n'ont pas envie de faire un effort. Bon, en même temps, c'est pas vrai parce que je ramène pas non plus. Voilà, je sais que la maison, c'est ma safe place, mais c'est aussi celle de Brownie. Donc, si j'en arrive à ramener quelqu'un à la maison, à inviter quelqu'un chez moi, c'est que je sais que plus ou moins, il va devoir s'adapter un petit peu. Voilà. Après, parfois, tu sais pas, on a toujours des mauvaises surprises, mais je dirais que ça dépend. Il y a des personnes qui sont un peu plus ouvertes et après, il y a des personnes qui ont peur. Et dans ces cas-là, comment tu fais? Parfois, tu as un gros coup de cœur pour quelqu'un qui a très peur du chien. Ça va t'arriver. Et c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué parce que du coup, ça veut dire toute une logistique autour de Brownie, ça veut dire que t'es complètement focus en fait sur ton chien. T'es complètement focus sur le chien, t'es focus sur l'autre personne qui se sent pas à l'aise. Du coup, à un moment, j'avais mis chacun dans une pièce, ce qui est pas la folie non plus, ce qui est pas cool pour Brownie, c'est pas cool, enfin c'est cool pour personne. C'est un niveau d'hypervigilance. Enfin, personne ne profite. Donc, on va dire qu'il sait quand même s'adapter. C'est pas ce qui lui plaît le plus. C'est pas ce qui lui plaît le plus, mais il va s'adapter. Et malheureusement, aujourd'hui, j'en suis un peu à cette idée où je me dis, je suis pas sûre que je vais rencontrer quelqu'un qui va savoir comprendre et qui va vouloir accepter les besoins de mon chien, qui va vouloir vivre avec lui et qui va vouloir partager cette vie-là, parce qu'on va pas se mentir. Il y a plein de gens qui me disent, oui, mais dans ces cas-là, si ce mec-là, il aime pas ton chien, c'est que c'est pas un mec pour toi. Oui, oui et non, mais en même temps, il faut aussi comprendre que c'est des personnes qui vont voir Brownie un certain laps de temps. Peut-être que dans ce laps de temps, Brownie, il est sympa ou qu'il n'est pas trop réactif et que ça va encore. Mais au quotidien, pour vivre avec lui, je sais que pour moi, déjà, c'est compliqué. Pour moi, déjà, c'est compliqué. Parfois, il y a des moments... J'en ai ras la casquette, j'ai envie de jeter l'éponge, on a besoin de prendre un peu de temps pour chacun dans une pièce. Voilà, je sais que pour moi, au quotidien, c'est difficile à gérer. Donc, en tout cas, c'est un sujet de plus. C'est voilà. Donc, je sais que... Mais je me pose la question de savoir est-ce que je vais rencontrer quelqu'un qui va accepter et avoir la patience, ou est-ce que ça sera toujours une gestion de plus. Et pour l'instant... j'ai pris mon parti de me dire que de toute façon, j'ai pas envie de vivre avec quelqu'un dans l'immédiat. Est-ce que c'est quelque chose qui te pèse aujourd'hui ou ça te passe un peu au-dessus de... Est-ce que, parce qu'on parle beaucoup de Brownie, mais est-ce que toi, tu as réussi à trouver un équilibre entre son bien-être et le tien? Le mien. Alors aujourd'hui, oui, parce que j'ai lâché prise. J'ai lâché prise et j'ai pas de mal maintenant à me dire, quand j'en peux plus... soit je le laisse avec son papa, soit il y a quelqu'un qui vient, il y a sa pet-sitter qui vient à la maison, et je me dis voilà, j'ai plus avant j'avais cette culpabilité là de le laisser à d'autres personnes. C'était terrible, hein. Moi j'étais l'idée de le laisser, je ne pouvais pas supporter. Et là maintenant je me suis rendu compte qu'en fait j'ai aussi moins besoin de décompresser parfois et d'avoir un peu ce moment d'accalmie où je vais partir pendant 2 jours, où je vais partir une semaine. Voilà, si je veux partir en vacances, c'est pas toujours que le chien va pouvoir venir, et c'est ok. Et donc j'ai un peu lâché prise. Mais oui, c'est vrai que au quotidien, parfois, quand t'as pas passé, on a tous nos bons et nos bons jours,
Mais voilà, parfois, tu vois, ce matin, on est parti en balade, tout s'est bien passé. Bon, il a aboyé sur un chien, c'est pas très grave, je suis de bonne humeur, ça se passe bien. Voilà, tout va bien. J'ai la bande émotionnelle pour pouvoir gérer ça. Et puis, il y a des jours, ben, t'es pas bien. Ou par exemple, je me souviens quand j'ai eu le Covid, mais là, quand t'es malade, c'est l'enfer parce que le chien, il comprend pas pourquoi il ne peut pas sortir. Toi, t'es là avec 42 fièvre, t'essaies de sortir le chien, et il y a le husky ou le labrador qui déteste, qui passe. Enfin, c'est vrai que parfois, dans la gestion du quotidien, c'est compliqué, c'est pesant. Et il y a des moments où je me dis, vraiment, est-ce que si c'était à refaire, je le referais? Mais au final, oui, parce qu'il m'a tellement apporté, et j'ai tellement grandi, j'ai tellement, je pense, changé. Il m'a aidé à devenir une meilleure personne, à avoir plus d'empathie. Il m'a aidé à faire de belles rencontres aussi. Il m'a apporté beaucoup de choses. Alors oui, au quotidien, c'est intense et il faut savoir que c'est une responsabilité aussi. Je pense qu'il y a plein de gens qui auraient lâché la rampe, qui auraient jeté l'éponge parce que Brony, vraiment, il m'a tout fait entre la réactivité, l'anxiété de séparation, il a fait des allergies, il y a la leishmaniose. Comme si juste un problème ne suffisait pas. Je suis passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et j'ai eu des moments de désespoir et j'ai eu des moments où je me suis dit aussi je ne vais pas y arriver toute seule. Et en fait, j'étais hyper inquiète quand j'ai dû m'en occuper toute seule. Je me suis dit, comment je vais faire? Comment je vais arriver à gérer ça? Et en fait, aujourd'hui, en fait, je pense que je gère mieux toute seule parce qu'on a une routine qui est très rodée. Et je sais que si j'ai besoin, j'ai quelqu'un qui va venir s'en occuper. Si j'ai un imprévu, voilà. Mais j'ai aussi construit ce système-là. Hein. C'est pas devenu en tout cas une pro de la logistique. C'est un Tetris, quoi, c'est en fait, ça. Que tu fais au c'est quotidien. pas venu comme par magie. J'ai eu des pet-sitters, ça a été la galère. Une nana, j'avais laissé Brony. À 10h, elle m'appelle pour me dire qu'elle veut sortir, qu'elle veut pas sortir. Et est-ce que je peux venir récupérer mon chien? Alors que t'es au boulot. Et non, il était 10h le soir. J'étais partie passer un week-end. Et là, oui, de toute façon, j'ai pas le choix, sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, franchement, je suis passée par des moments de galère, des moments de stress. Et aujourd'hui, parce que ça fait maintenant un petit moment, mais c'est une routine qui est rodée, qui est millimétrée. Et je sais que si demain, il y a quelque chose qui change, il va falloir retravailler sur cette routine. Et c'est aussi pour ça que, pour l'instant, je fais le choix de rester ici. C'est parce que j'ai tout organisé pour moi, j'ai tout mis en place. Par exemple, quand j'ai choisi mon nouvel appart, j'ai choisi un quartier où il y a des parcs aux alentours, où c'est un quartier résidentiel. Enfin, il y a du monde, il y a de la vie. On vit pas non plus. Voilà, dans un trou paumé. Mais je sais que j'ai choisi un quartier où c'était OK, où c'était tranquille. Voilà, enfin, j'ai vraiment tout organisé. Parfois c'est compliqué. Je sais que l'autre jour la voisine se plaignait parce que le chien il avait aboyé. C'était pour Noël. Moi je savais pas qu'il y avait des feux d'artifice à Noël ici et le chien il a aboyé parce qu'il avait peur. Effectivement pour le 31 j'avais prévu quelqu'un qui reste avec lui. Pour le soir de Noël je savais pas que le soir de Noël on faisait des feux d'artifice et que ça sortait faire la fête dans la rue. Pour moi ça me semble aberrant, mais et pour le chien il était stressé. Donc il y a toujours des couacs, il y a toujours des moments où tu stresses. Mais bon, voilà, ça reste une organisation millimétrée et je dirais que parfois, je pense à l'avenir et je me dis, si demain matin il faut déménager, ça va être compliqué. Si demain matin je rencontre quelqu'un, ça va être compliqué. Je sais pas si par exemple cette personne-là elle a des enfants, ça va être compliqué. Enfin, voilà, donc... tout est plus difficile. Ouais. Tout est plus difficile, mais... Dans l'idée, aujourd'hui, j'arrive à être plus relax. Avant, j'étais très anxieuse sur ce sujet-là. Aujourd'hui, j'arrive à être plus relax parce que, pour l'instant, on est tous les deux et j'ai organisé ma vie comme ça. Et pour l'instant, je suis très bien comme ça. Mais c'est vrai que parfois, tu te poses la question. Hein, ou si demain matin, c'est pas prévu, mais si demain matin, j'ai un enfant, hein, c'est pas dans mes plans, mais c'est des questions que tu te poses aussi. Je me suis dit, à un moment, mais imagine si j'avais un enfant... mais c'est pas possible. Je comprends. Je comprends. Mais d'ailleurs, j'avais fait un épisode avec Ingrid qui avait adopté un pincher aussi réactif et justement qui a eu un bébé quelques mois après. Et ça, c'était
une énorme angoisse pour elle, en fait, Ouais. de savoir comment, en fait, ce chien allait accueillir, accepter ce bébé, Et comment quoi. ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Au Ah. final, ça s'est bien passé, mais c'est vrai que, tu vois, en fait, elle a dû prévoir, si tu veux, une solution de secours et éventuellement, tu vois, se séparer de ce chien-là, quoi. Alors que tout à fait. c'était vraiment son premier enfant et que... C'est difficile. Mais voilà, parfois les animaux nous surprennent, quoi. Donc tu vois, il faut pas angoisser en amont, mais c'est vrai qu'il faut toujours prévoir des solutions. Mais quoi. je pense que quand tu as un réactif, en fait, tu deviens pro dans l'anticipation de tout. Dans l'anticipation de tout. Voilà. Tu es obligé de tout anticiper parce que si tu n'anticipes pas, tu sais que ça va, tu vas aller droit dans le mur. Donc, c'est ça. et tu peux pas tout anticiper, mais tu essaies de réduire. De réduire les mauvaises surprises. Complètement. Colline, est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu aimerais bien évoquer ou... Non, je pense qu'on a déjà... On a pas mal fait le tour. On a déjà pas mal parlé. En plus, je suis une pipelette et je passe du coq à l'âne. Non, mais je dirais que, pour terminer, ouais, c'est pas facile d'avoir un chien qui est réactif à la maison. Ça, c'est clair. C'est clair. C'est comment? C'est clair, net et précis. Ouh là là. C'est clair, net et précis. Mais d'un autre côté, c'est pas non plus impossible, je dirais, pour les personnes qui ont adopté un réactif. Alors, et qui sont... tout le monde n'est pas fait pour avoir un chien réactif et tout le monde ne supporte pas cette charge mentale qui est énorme. On va pas se le cacher. C'est pas fait pour tout le monde. Mais effectivement, c'est faisable, quoi. C'est juste que, comme tu dis, en fait, il faut accepter. Donc, il faut accepter, il faut être patient. Et je dirais que quand on adopte, il faut vraiment... Alors oui, on dit qu'il faut réfléchir, etc. Mais moi-même, j'avais réfléchi et finalement... y a des surprises. On a des surprises. Mais je m'étais toujours dit, Brownie, je l'adopte. Et je sais que quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout. Voilà. Bon, après, je sais pas, par exemple, parfois il peut se passer des choses, tu as des accidents, etc. Enfin, et ça, je l'entends. Tu vois, parfois tu as des accidents où t'as un enfant. Enfin, pas faire le parallèle entre avoir un accident et avoir des enfants, mais plusieurs choses peuvent se produire et tu es obligé de t'adapter. Et je veux pas juger les gens qui disent bon, je suis arrivée au bout de ma limite, aujourd'hui c'est plus possible, c'est plus faisable, donc il faut retrouver une famille pour ce chien-là, ou etc. Ça, je peux l'entendre. Mais il faut savoir que quand on adopte un chien, les mauvaises surprises, que ce soit de la réactivité, l'antiséparation, il peut se passer mille choses. Il faut être prêt à faire ce travail-là. Et parfois, ça va durer 6 mois. Parfois, ça va durer 6 ans. Et parfois, il y a des choses qu'on va devoir toujours travailler. Donc, je pense qu'il faut quand même bien avoir conscience de ça. Et ça semble un peu simplé de le dire. Mais quand on se retrouve dans le cœur de la tempête, dans l'œil du cyclone, il faut se rappeler qu'on l'a fait pour certaines raisons. Mais d'un autre côté, c'est pas impossible. Et voilà, je sais que moi, je suis passée par des moments d'abattement total, de désespoir. J'avais lâché la rampe. Au bout d'un moment, tu n'as plus envie. C'est très contraignant. Mais il y a quand même de l'espoir et il y a quand même des progrès qui sont faits. Et ça sera peut-être pas le chien idéal, le chien dont les gens ont rêvé, mais il y a quand même des progrès qui sont faits. Et finalement, quand on arrive à progresser, qu'on arrive à faire le deuil du chien qu'on espérait avoir ou dont on rêvait, c'est gratifiant en tout cas. C'est gratifiant. Ouais. Mais je pense qu'on a parlé beaucoup évidemment des problèmes et des côtés un peu plus difficiles. Mais c'est vrai que c'est aussi un bonheur, quoi. Un bonheur et surtout le fait d'avoir l'amour et la confiance d'un chien qui ne l'accorde pas facilement, c'est extrêmement gratifiant et je pense que ça dépasse vraiment tout le reste. Ouais, clairement. Et même si Brownie, il n'est pas hyper câlin, etc., je le vois dans la relation qu'on a développée aujourd'hui et dans les moments qu'on a et dans la complicité qui est partagée et dans tout ce qu'il m'a apporté, même sans lui s'en rendre compte. Franchement, il m'a permis de devenir une meilleure personne, de devenir quelqu'un de beaucoup plus gentil, de beaucoup plus patient, de beaucoup plus empathique. Et voilà, j'ai aussi dû travailler. Ça te force à grandir. J'étais déjà adulte, hein, mais ça te force à développer certaines capacités d'organisation, d'anticipation. Et du coup, je pense que voilà, Et puis, il y a tout le côté où tu vois ce chien, il était détraumatisé, il ne pouvait pas sortir pour faire ses besoins dans la rue.
Voilà, il y a aussi ce côté-là qui est hyper chouette et hyper gratifiant. Ouais, c'est ça. Voilà, en tout cas, je pense qu'on peut donner une médaille à toutes les personnes qui s'occupent des chiens réactifs parce que, en tout cas, c'est intense, que ce soit du bon côté que du mauvais. C'est ça. Donc voilà, bah écoute, Colline, un énorme merci d'avoir partagé ton témoignage. On embrasse Brownie. Oui, je lui ferai des bisous. Qui attend sagement à la maison. Quand je rentre. Merci à toi pour ton temps et pour cette opportunité. Merci Colline. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché, vous pouvez laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. C'est toujours précieux et ça soutient énormément le podcast. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de chien.